Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partage d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Julie Bagalsiag, danseuse professionnelle et chorégraphe. Elle a baigné dès son plus jeune âge dans le monde de la danse, explorant diverses disciplines telles que le classique, le jazz et l'afro-jazz. C'est à l'adolescence qu'elle découvre le new style et le LA style, des courants qui la passionnent et qu'elle décide de développer. Parallèlement à sa carrière de danseuse, Julie s'est également investie dans l'enseignement. Elle forme de nombreux danseurs amateurs et professionnels, partageant son expérience et sa passion du street jazz et du heels. Son parcours l'a menée des plus grandes scènes de France comme Bercy ou l'Olympia, jusqu'au plateau de télévision et même la Tour Eiffel. Elle a également eu l'opportunité de travailler sur des projets internationaux, notamment pour le célèbre jeu vidéo Just Dance. Son énergie solaire, sa technique, sa pédagogie et sa créativité font d'elle une artiste unique et inspirante. Dans cet épisode, nous aborderons son parcours, ses inspirations et aspirations et les défis qu'elle a rencontrés pour devenir l'artiste qu'elle est aujourd'hui. Elle nous parlera de la technique, de la créativité et de l'expression artistique que requiert cette discipline, le heels, ainsi que de sa vision des choses. Salut Julie! Salut Maïwenn! Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Oui, très très bien, contente de t'avoir. Merci de m'accueillir, oui, très contente de t'avoir à mes côtés pour ce nouvel épisode. Et bien pour commencer, petite question comme toujours, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, nous raconter ton tout premier souvenir également lié à la danse, pourquoi pas? Alors oui, bonjour à tous. Du coup, c'est toujours très difficile de résumer un parcours, mais oui, en gros, j'ai commencé petite fille, comme beaucoup de petites filles, par la danse classique. Ma maman adorait la danse classique. Du coup, j'ai commencé par ça, du jazz, un peu de contemporain, et ensuite, j'ai fait 1 an de ma vie en Guadeloupe. Et là, j'ai découvert l'afro-jazz, où il y avait des gros cas qui venaient dans le cours et tout ça. Donc là, j'ai découvert d'autres horizons et ça m'a énormément plu. Et plus tard, en revenant en métropole, j'ai découvert le new style à l'adolescence, le LA style, les clips. Et là, ça a été un changement d'orientation. Voilà, et après, j'ai poursuivi mes études toujours en parallèle de la danse. La danse, c'était pas forcément un métier, en tout cas dans le sud à l'époque, c'était pas forcément quelque chose de courant. Si on n'était pas danseur classique, c'était pas vraiment une carrière. Et du coup, l'école marchait très bien pour moi, donc c'était difficile d'arrêter de par l'entourage et tout, même si mes parents m'ont toujours soutenue et tout ça, mais fallait que j'ai mon bac et que je continue mes études. Et je suis allée jusqu'au master. Et la danse, tout ça en parallèle. J'ai donné les cours en parallèle, j'ai commencé ma carrière aussi en parallèle. Et puis, j'ai fait mes premières années de danseuse professionnelle dans le sud. J'ai fait le tour de ce qu'on pouvait faire dans le sud. Et puis, il a fallu que je monte à Paris. Voilà. Et c'était important de monter à Paris parce que c'est là que je regardais les danseurs. J'étais inspirée par plein de danseurs que je voyais. J'avais envie d'être avec eux, danser avec eux. Et je suis montée à Paris bien plus tard. Et voilà, ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis à Paris et que j'ai fait mon petit bout de chemin. Pour résumer. C'est pas évident de résumer. Et tu parlais justement, tu avais fait une année en Guadeloupe. Et comment cette année en Guadeloupe a eu une influence particulière sur ta façon de danser? Eh ben, la culture là-bas, le rapport qu'ils avaient avec la danse, à découvrir de nouvelles façons de danser, de bouger son corps, une certaine musicalité aussi. J'ai vraiment adoré la musicalité, la joie, tout ça. Donc voilà. Et qu'est-ce qui t'a par la suite donné envie de te lancer dans cette voie? Tu parlais d'inspiration. Est-ce que c'est peut-être des personnes qui t'ont inspiré à te lancer? Eh ben, la danse a toujours été vraiment une passion sur le côté. J'ai jamais vraiment pensé à être danseuse. Comme je disais, c'était même pas dans mes buts parce que c'était
c'était pas inscrit dans mes représentations du moins. Et c'est juste que j'ai eu du mal après avec la société en fait et l'avenir qu'on me proposait en fait, même avec un master, en travaillant dans le sport et tout ça. J'avais du mal avec la vie routinière et du mal avec certaines valeurs, notamment avec l'éducation nationale et tout ça. Du coup, la danse s'est présentée à moi. En fait, j'ai passé une audition un jour qui a changé totalement. Je suis devenue professionnelle. En 2-3 mois, j'ai fait une tournée. Et voilà, du coup, ça a démarré comme ça. Et donc voilà, c'était plutôt un moyen d'échapper à la société. Ouais, c'est un peu d'artistes, je pense. Voilà, c'est un peu un moyen que j'ai trouvé pour pouvoir ne pas travailler, entre guillemets. C'est un peu ce à quoi j'aspire. C'est voilà, comme si ton travail est ta passion, tu n'as pas l'impression de travailler. Et c'est vraiment une vie à laquelle j'aspire. Voilà, je pense que si tout le monde faisait exactement ce qu'il avait envie de faire et ce qui lui plaisait, comme on est tous différents, on n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt, je pense que le monde serait meilleur. Je suis clairement d'accord avec toi. Voilà. Et par la suite, tu t'es orientée vers les heels. Oui. Et qu'est-ce qui t'a attirée vers ce style de danse et justement, comment tu as découvert ce style? Alors, pareil, c'est venu à moi. C'est venu à moi dans mes premiers jobs. En fait, on m'a donné des talons et j'étais là, ok. J'ai bien vu qu'il y avait quand même une façon différente. Moi, je dansais en basket ou pieds nus, donc... ou quelque peu des pointes et tout ça, mais bon, les talons, j'étais un peu, je sentais bien que j'étais pas forcément à l'aise au début et que j'étais moins bien, je voyais que j'étais moins bien que les filles. Donc j'ai commencé dans un cabaret moderne, et du coup c'est avec elle que j'ai appris les bases, les bevels, tout ça, les appuis, les assises, et il y avait aussi dans la troupe des danseurs de salon. Et j'ai toujours admiré la démarche des danseurs de salon. Je trouve que c'est sublime, c'est élégant, voilà, ça donne envie. Et du coup, j'ai étudié ça dans mon coin pour essayer d'être plus à l'aise et d'être plus assurée en fait sur mes jobs, tout simplement. Et après, j'ai découvert Yannis Marshall, comme beaucoup, qui a quand même énormément apporté au style, qui a été une très grande inspiration, qu'il est toujours d'ailleurs. Il a quand même énormément apporté à cette discipline. Comme il le dit lui-même, c'est pas forcément la première personne à avoir mis des talons, mais c'est la première personne à avoir vraiment codifié le style, démocratisé le style et apporté énormément une vraie technique, un vrai savoir-faire. Donc c'était aussi un goal de me former avec lui et d'apprendre avec lui et de travailler avec lui par la suite, ce que j'ai fait. Donc j'étais... super contente d'apprendre à ses côtés. Et je pense que c'est toujours important d'aller à la source dans les styles, quand on peut, quand les sources sont encore vivantes, comme je le dis. C'est toujours bien d'y aller, parce que même si on peut avoir des gens bien formés par les personnes, c'est quand même toujours bien de regarder même des vidéos de personnes qui ont, qui ont vraiment une expérience et qui ont un vrai... vécu dans un style et voilà. Qui ont quelque chose vraiment à faire véhiculer et à apprendre. Et ça. Depuis combien de temps tu pratiques les heels? Alors les heels, tout dépend. Depuis mon début de carrière vraiment, donc ça fait plus de 10 ans. Voilà, même 15 ans je dirais. Ça fait 15 ans que je suis en talons, même plus, on va dire. Mais après que je le pratique vraiment techniquement, on va dire depuis 12 ans. 10-12 ans que j'essaie de m'améliorer. Et Yannis Marshall, je l'ai rencontré en 2014 ou 2013. Et je suis montée à Paris, notamment pour me former avec lui. Et lui est allé vivre à New York. Donc j'étais là, mince. C'est pas le bon timing. C'est pas cool. Donc du coup, j'ai quand même continué à prendre ses stages parce qu'il revenait souvent. Et puis j'ai rencontré Nadine Timas aussi. Une sublime danseuse qui a 20 ans de carrière, donc énormément aussi à partager et tout ça. Et puis, j'ai fait aussi mes propres... Après, j'ai regardé aussi les Danielle Polanco, les Aïcha Francis, toutes les danseuses un peu connues dans le style, notamment à travers Yannis. Et puis voilà, il y a beaucoup de danseurs qui m'inspirent après dans le monde entier au fur et à mesure. De d'autres styles? D'autres styles, oui, il y en a énormément. C'est vrai que c'est dur de... En fait, quand on cite, on a toujours peur de ne pas citer et que d'autres se sentent non, pas plus forcément. blessés. Mais il y en a, franchement, beaucoup de danseurs m'inspirent. C'est important, je trouve, d'aller chercher ces inspirations aussi ailleurs que dans le style dans lequel on excelle, entre guillemets. En fait, tous les danseurs, pour moi, tous les danseurs
où j'ai l'impression que c'est facile quand je les regarde danser, où c'est fluide, où ça me donne envie de faire comme eux. Ouais. Donc tous les danseurs comme ça, où c'est organique, c'est fluide, voilà, ça simplement, on voit que c'est maîtrisé, c'est incarné, Il y a du lâcher prise. Il y a du lâcher prise, on voit que ça fait du bien, alors qu'on sait que c'est très dur quand on pratique. Et en fait, moi, c'est toujours ce que je répète dans mes cours, mais la simplicité, c'est pas facile, mais c'est le goal en fait. Ouais, voilà. C'est vrai. Hein. Voilà. Et on parle de heels depuis tout à l'heure, mais finalement, qu'est-ce que c'est que la danse heels ? Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce style de danse ? Alors oui, c'est un style, comme je dis, qui est venu après, on va dire, la danse. Donc pour moi, ça se pratique normalement. S'il y avait un ordre, il faut d'abord savoir danser, pour moi. Mais donc c'est une danse en talons, donc ça s'inspire de toutes les danses selon le style qu'on pratique en tant que danseur à la base. On est inspiré soit par des influences plus jazz, plus street jazz, plus hip-hop aussi, plus contemporain. Maintenant, il y a un peu tout. Il y a vraiment tous les styles qui se ramènent à ça. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est délicat de définir le heels. Mais après, c'est une technique quand même qui est pour moi commune à tous les styles. La technique talon, donc notamment amenée par Yanis et par d'autres dans le monde entier. Mais c'est quand même une façon de se tenir, des appuis, une façon de marcher, une façon de danser. Ouais, voilà. Savoir tourner, donc avoir pris des cours de danse classique, des cours de jazz aussi. Toutes les bases vont aider à cette pratique, ça c'est évident. Et après, c'est une discipline qui est très à la mode, donc c'est très bien, je suis très contente. Oui. Mais du coup, on peut aussi commencer, si on est débutant et qu'on a envie, que ça donne envie, c'est normal, on peut commencer, mais c'est vrai qu'on se met un peu une double peine de commencer, et la danse et les heels, ça fait beaucoup, mais c'est faisable, franchement c'est faisable, j'ai beaucoup d'élèves dont c'est le cas, et c'est faisable. Tout est possible avec un peu de travail. Exactement, et de la motivation et du plaisir. Quand on s'amuse, on apprend tellement mieux, de toute façon, ça passe. Clairement. Voilà. Et tu disais que pour toi, c'était difficile de définir le style heels, parce que c'est vrai que maintenant, ça a tellement émergé qu'il y a eu, plusieurs styles dans le style qui se sont développés. C'est vrai. Mais comment, toi, tu définirais ton style ? Moi, ça vient de mes influences street, on va dire le new style de l'époque, jazz funk, street jazz, jazz un petit peu aussi. Je suis quand même plus street que jazz, même si mes bases me servent énormément. Mais c'est inspiré de ça, et après forcément c'est la musique qui va aussi m'inspirer la façon dont je vais danser. Je vais adapter ça, mais c'est vrai que j'ai un style plutôt, on va dire féminin, si on peut qualifier. Après, le féminin, c'est très subjectif, voilà. Mais selon ma féminité et la façon dont j'ai d'aborder la danse, ça se ressent dans les heels, quoi. Mais, ouais. On parle de technique, du coup, donc on parle aussi quelque part de base. Quelles sont les techniques de base du heels ? Tout à l'heure, j'ai parlé du bevel. Oui, tu peux nous dire un peu plus sur le bevel. Le bevel, le mot cauchemar pour mes élèves, je pense. Que je le répète sans cesse, c'est la partie du pied, donc je peux pas la montrer peut-être en vidéo, c'est la partie de l'orteil, c'est la partie du gros orteil en fait, entre l'os du gros orteil et le gros orteil, sur laquelle on se positionne, qui est à la fois esthétique et à la fois aussi parfois une aide pour l'équilibre. Et le bevel indique aussi une assise dans la hanche, une position avec l'intérieur des cuisses, une posture avec les omoplates qu'on recule, c'est toute une posture qui démarre du bevel en fait, et qui est aussi dans les chorégraphies, pas seulement au début des chorégraphies. C'est vraiment quelque chose qu'il faut inclure dans la danse. Un step en basique. Ouais, c'est vraiment, s'il y avait un mot qui définisse les talons, je dirais ça, mais le bevel existe aussi en street jazz, finalement. Oui, même en basket, on le fait aussi. Même un peu en cabaret, mais c'est un autre bevel, mais aussi. Bevel. Exactement, Et donc le bevel, c'est l'inverse du pied banane. Du pied banane. Évidemment. Le bevel qui veut dire angle biseauté en français. Donc c'est moins classe. Mais c'est vraiment ça, voilà. C'est un peu ce qui fait la forme sirène qu'on peut avoir c'est ça. Quand on danse. Ça donne de l'allure à la position et au corps. Exactement. Et comment bien choisir aussi ses talons pour avoir
bonne allure, enfin pour être bien, quelle hauteur de talon finalement choisir? Alors, des talons, pour démarrer en tout cas, c'est bien quand ça tient la cheville, ça de toute façon c'est sûr. Et ensuite, la taille, la hauteur du talon, ça dépend de votre taille de pied et de votre coup de pied, en fait. Donc ça dépend. Moi, j'ai un mini-pied, je fais un 35,5-36, mais j'ai travaillé mon coup de pied suffisamment, donc moi je suis bien en 9,5, c'est mon confort. Très confortable à 8,5. Et évidemment, dans les jobs, la plupart du temps, c'est 10, 11. C'est moins confortable. Ouais. Mais voilà, si tu fais un 40 et que tu as un coup de pied élevé, tu peux avoir du 12 sans problème. Et voilà, après, c'est vraiment propre à chacun. Moi, j'aime bien les talons fins. Quand il n'y a pas de plateforme, en tout cas, pour travailler, c'est plus simple. Et comme je dis, quand on a les jambes tendues sur demi-pointe, les pieds collés, on doit avoir des talons qui décollent de 2-3 cm du sol. Et là, on sait qu'on a la bonne paire. Pour pouvoir faire des tours par la suite. Ouais, voilà, pour être confort. Pas être gêné, ouais, c'est exactement. Ça. Et pour pas être gêné non plus, pour pouvoir, entre guillemets, être le plus optimal possible, il faut aussi s'échauffer. C'est la base, je pense, de tout danseur, de tout sportif de haut niveau. C'est clair, oui. Et donc, comment bien s'échauffer et se protéger des blessures en pratiquant le heels? Alors, c'est pour ça que j'organise beaucoup de workshops maintenant, parce que j'adore le format 3 heures, 4 heures, 5 heures, j'ai même fait des journées. Mais c'est vrai que j'accorde 1 heure au moins de temps à l'échauffement, au renforcement, parce que la danse, ça demande une certaine tonicité musculaire, une certaine connaissance du corps, et c'est vrai qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, et surtout en talons. Il y a quand même des basiques avec les chevilles, les orteils, les genoux. Quel est mon alignement, quelles sont mes limites, quelle est mon ouverture naturelle, comment je peux travailler, quelles sont mes positions à moi, parce que les positions sont... Il y a autant de positions différentes que de corps finalement, et du coup il faut trouver... Voilà, il faut s'entraîner à trouver ses limites et en même temps travailler à les repousser, c'est ça aussi. Donc l'échauffement, je le répète sans cesse, c'est primordial. En dessous d'un quart d'heure, 20 minutes, c'est un réveil musculaire. Ouais, en dessous d'un quart d'heure, 20 minutes, c'est limite dangereux de pratiquer. Voilà, donc après, c'est comme je le dis toujours, un bon danseur, c'est quelqu'un qui connaît son corps. Voilà, si on résume, c'est la phrase que je ressors à tous mes cours, mais c'est tellement vrai, et je l'ai entendu de tous mes mentors, si je peux dire, ou les gens que j'ai admirés, notamment Yanis, tous les danseurs avec une carrière magnifique, et une expérience et une danse magnifique sont d'accord, je crois, sur cette phrase. Et donc, je me permets de la retransmettre à chaque fois parce que c'est vraiment, c'est simple, mais c'est vraiment ça. Donc, et c'est par l'échauffement pour moi, par les isolations, c'est ça la danse, c'est ça apprendre à danser en fait. Avant de faire les chorégraphies, avant de vouloir performer, il faut vraiment connaître son corps tout simplement. Mais moi, je le vois dans nos écoles de danse dans lesquelles on a pu être. On ne faisait pas 3 quarts d'heure de chorégraphie à la fin. On faisait un quart d'heure de chorégraphie. C'est comme je dis, on a eu la chance. On a eu cette chance-là de commencer avec des chorégraphies, entre guillemets, cadeaux, la récompense à la fin du cours. C'est ça. Qui était entre 5 minutes et 15 minutes. Ouais. Et avant, c'était que la connaissance de soi. Du connaissance du corps, respiration aussi. Donc moi, c'est vrai que je trouve que c'est bien de compléter par le pilate et le yoga, ce genre de discipline. Tous les danseurs devraient pratiquer ce genre de discipline parce que ça m'a aidé à comprendre notamment la respiration. Avec les postures, notamment aspirer le nombril, comment respirer quand on a le nombril aspiré, comment... Enfin, voilà, tout ça aussi, ça nourrit... le danseur, tout ce qui touche au corps, à l'esprit, tout est lié de toute façon. Je suis à 100% d'accord avec toi. J'avais fait intervenir Justine Gérard, qui est danseuse aussi et qui enseigne le pilate, et qui, le pilate l'a sauvée de nombreuses blessures, d'hernie discale. Enfin, ça lui a évité beaucoup d'autres problèmes. Non, mais carrément. Et je pense que quand on pratique avec notre corps, le corps c'est notre maison, donc il faut en prendre soin de toutes les manières possibles, à travers le massage, comme peut-être des techniques comme on parlait de pilates ou de yoga. Ouais. Oui, c'est ça, tout ce qui peut faire du bien. Et puis on croit connaître son corps, comme je dis, on a dansé peut-être toute notre vie. Et moi je crois à 25 ans, je me suis rendu compte que finalement je le connaissais pas tant que ça. J'ai fait une blessure dans ma vie, donc c'est pas beaucoup. C'est vrai que je fais très attention à ça et j'essaye d'être à l'écoute au maximum. Et ce qu'il faut retenir, c'est que on dit qu'il faut écouter son corps et tout ça. Il faut savoir que le corps, c'est quand même le dernier au courant de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'avant, il y a tout le corps émotionnel et tous ces corps-là qui rentrent en jeu. Et le corps, malgré tout, quand bien même c'est important de l'écouter, ça veut quand même dire que c'est le dernier corps au courant de ce qui se passe. Et donc, c'est vraiment une vraie alerte. Quand on se blesse et quand on a mal quelque part, souvent les danseurs, on est habitués à la douleur,
Ouais. On est parfois un peu fou avec ça. Ouais. Et du coup, voilà, je me suis aperçue à 25 ans que je ne connaissais pas mon corps tant que ça. Je croyais le connaître, je croyais l'écouter. Et puis, voilà, je pense que j'ai eu ma première blessure lors d'un cabaret, où il fallait faire le fameux cancan, French cancan. Et on n'avait pas eu l'occasion de s'échauffer, problème de chauffage. Il faisait 0 degré dans la loge. Donc j'ai fait l'erreur aussi de m'étirer de façon passive avant de danser. Donc ça, c'est le truc que au moins j'ai appris. Hein. Comme dit, les leçons, c'est toujours des leçons. Et du coup, ma jambe, elle est partie. Je me suis cogné le nez avec ma jambe, tellement elle est partie. Et ça a lâché, ça a déchiré donc au niveau de la fesse, de l'ischio, de l'insertion. Et c'est vrai que ça... Alors là, la douleur était incroyable. Et c'est la seule blessure que je me suis faite depuis, vraiment. Et j'ai appris notamment que c'était pas bien de s'étirer passivement, il faut toujours faire des étirements actifs avant une pratique. Et j'ai appris qu'il y avait l'échauffement et que et puis aussi les conditions des danseurs également. Oui, donc s'il fait 0 degré, en fait non, il n'y a pas de désolé, mais à un moment il n'y a pas de spectacle. Il n'y a pas de spectacle, c'est clair. Donc c'est que des apprentissages. Hein. De toute façon, je pense que les expériences sont des apprentissages. Il n'y a pas de d'échec ou de choses négatives. Chaque chose qui nous arrive, c'est pour comprendre quelque chose. Et c'est ça, en fait, c'est... rien n'arrive par hasard. Ouais, voilà. Tout est fait pour nous faire avancer. Il faut juste le prendre comme ça. Et la vie est bien mieux. Exactement. Moi, c'est un de mes mantras. Je ne vais pas le répéter parce que j'ai l'impression de le répéter dans chaque épisode, mais rien n'arrive par hasard dans la vie. Et toutes les expériences qui nous arrivent, c'est pour quelque chose. Exactement. Certes, clairement, au premier jour, quand ça t'arrive, tu te dis t'es pas la plus heureuse du monde en te disant trop bien, je vais apprendre quelque chose. Trop bien, je me suis fait mal, génial. Ouais, génial, j'ai pris un mur. Non, mais quelques temps après, tu te dis en fait, si ça s'est arrivé, c'est qu'il y avait une leçon derrière et c'est pas par hasard, quoi. C'est vrai. Revenons sur les heels. Tout à l'heure, tu parlais des workshops, que tu donnais des workshops. Où est-ce qu'on peut pratiquer justement avec toi? Où est-ce qu'on peut pratiquer ailleurs? Est-ce qu'il y a des événements, des sortes de... comment on appelle ça? De camp en heels? Alors, moi, je donne plus de cours réguliers. J'ai donné pendant longtemps des cours... quelques années avant le Covid, notamment, et pendant le Covid, au Lax Studio. Mais je donne plus de cours réguliers maintenant. D'ailleurs, c'était une super expérience d'enseigner là-bas. Et il m'arrive parfois de faire des remplacements au Lax Studio. Donc je remplace souvent Delphine Lemaître en street jazz et Laetitia Simon en heels. Avec plaisir, mais c'est vrai que j'ai plus tellement l'envie et le temps de donner des cours réguliers parce que mon travail de danseuse et de chorégraphe m'amène à beaucoup voyager et ma vie personnelle également. C'est vrai que depuis quelques temps, j'aspire à avoir plus de repos et plus de temps pour autre chose, et ça me permet d'être plus efficace, on va dire, dans la danse finalement. J'ai appris à me reposer récemment dans ma carrière et voilà. Mais du coup, pour mes cours, il faut suivre mes stories. Je poste en story les workshops, parfois à l'avance, parfois pas. Je suis quelqu'un d'assez au feeling et ça devient difficile de réserver des salles à Paris parce qu'il y a beaucoup de cours et du coup il faut s'y prendre à l'avance. C'est pour ça que parfois je suis là mais je n'ai pas anticipé le fait d'être là et il n'y a plus de salle, mais en tout cas en suivant mes stories, en tout cas pour les workshops, voilà. Et après il y a des cours réguliers au Lax, il y a plusieurs profs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de profs de heels maintenant et il y a beaucoup d'events aussi. Et après c'est vrai que c'est pas facile pour les gens qui commencent de savoir par qui commencer, où commencer. Mais je pense qu'il faut demander, il ne faut pas hésiter à demander autour de soi des gens qui pratiquent régulièrement, de voir aussi les carrières ou les histoires des gens, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait avant. Et ainsi, c'est facile de s'orienter dans les cours adaptés à ce qu'on a envie de faire aussi. Voilà. Et au niveau des camps, tu as des noms de camps ou pas? Au niveau des camps, franchement, il y a beaucoup de camps de heels différents. Okay. Voilà, franchement, il y avait le French Heels Festival, il y a beaucoup de camps, il y en a énormément dans le monde entier maintenant. Okay. Et un peu beaucoup, c'est vrai que du coup, c'est moins concentré. À l'époque, il y avait la Parisienne avec Yanis Marshall, ça c'était super, parce que du coup, c'était vraiment que des mentors, des profs qui ont vraiment... une vraie carrière et un vrai bagage. Et maintenant, c'est vrai que c'est un peu dur de s'y retrouver parce qu'il y a beaucoup de danseurs dont on n'a jamais entendu parler et après, c'est très bien aussi de découvrir de nouveaux danseurs. Je pense que ces festivals, ils ouvrent aussi une belle visibilité à tout le monde, donc c'est super. Mais encore une fois, allez suivre les comptes et des danseurs qui
pratiquent depuis un petit moment et qui ont une carrière et tout ça. Et comme ça, on voit vite les endroits où aller. Voilà. C'est ça. Regardez les carrières de chacune. Exactement, tout le passé, tout voilà, ce qu'ils font. Et justement, on parlait de carrière, d'évolution. Et toi, qu'est-ce que tu penses de l'évolution de la danse Heels ces dernières années ? Alors, comme je le disais, ça a énormément évolué. C'est devenu extrêmement populaire et tout ça, donc ça c'est très positif. Si je parle avant Covid, c'est un peu l'année référence pour tout le monde. On était très peu de profs de talons à Paris, je dirais ça se comptait sur les doigts de la main, on va dire. 5-6 je pense, et puis après Covid, là une explosion, et puis maintenant une explosion, vraiment beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Voilà. Et du coup, je vois toujours le positif des choses, on va dire, c'est hyper positif. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, on peut voir aussi que parfois, il y a des profs qui commencent, il faut bien commencer de toute façon, mais qui, pour moi, n'ont pas encore l'expérience suffisante et la technique suffisante pour le faire. Dans certaines conditions, évidemment, c'est compliqué de juger. Je ne dirai jamais à quelqu'un ne va pas là ou va là, ne va pas là. Mais c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui doit se faire personnellement. On doit être conscient de ce qu'on partage aux gens, de comment on le partage, de notre expérience. Est-ce qu'on continue de se former ou pas ? Parce que finalement, il faut bien commencer un jour. Comme je dis moi-même, mes cours d'il y a 10-15 ans ne sont pas au même niveau, de la même qualité que les cours que je peux donner maintenant, forcément, puisqu'on grandit en même temps, nous, de notre côté. Mais par contre, j'ai jamais arrêté de me former et de toujours évoluer. Et avant de donner cours... surtout à Paris, dans les grandes villes comme ça, je donnais cours déjà depuis des années avant de donner cours à Paris, mais j'avais un stress de donner cours à Paris parce que entre donner cours dans ta ville, dans le sud, et arriver sur Paris avec beaucoup de danseurs, moi vraiment, c'est pas moi de moi-même, je ne serais jamais allée donner cours à Paris, alors que c'était déjà mon taf dans le sud, j'étais déjà expérimentée dedans et j'avais déjà une belle formation et une carrière aussi. Mais j'ai attendu que Nadine Timas me propose de la remplacer au Lax, en fait, pour donner mes premiers cours. Et c'est vrai que quand elle m'a proposé, j'étais stressée de dire waouh, au Lax. C'est vrai qu'aussi à l'époque, au Lax Studio, il n'y avait que des profs références, entre guillemets, des chorégraphes connus, reconnus, des danseurs expérimentés. Donc c'est vrai que c'était une pression. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de profs, donc c'est beaucoup plus accessible. Maintenant, on peut louer les salles, c'est plus autant... stressant qu'avant, je trouve, de donner cours au Lax Studio, par exemple. Mais du coup, c'était quoi la question ? C'était ce que tu pensais de l'évolution de la danse Heels. Oui, du coup, par rapport à ça... que tu avais bien résumé quand même aussi. Ouais, oui, il y a beaucoup de cours maintenant, donc c'est cool. Et à la fois, c'est pas évident pour les gens qui démarrent. Et puis, comme je dis, il faut être responsable de ce qu'on fait et conscient de ce qu'on fait. Donc, il faut... Voilà, parfois, c'est trop tôt pour certains, je trouve, de donner cours parce que il faut quand même une certaine connaissance du corps, une certaine expérience, une formation de danse et une certaine expérience professionnelle ou l'un ou l'autre. Mais dans tous les cas, il faut quelque chose. Donc, on ne peut pas devenir prof de Heels après avoir fait 2 intensives ou 3 intensives avec Yanis Marshall ou après avoir fait 1 an ou 2 ans de Heels. C'est quelque chose qui se construit, c'est sérieux, c'est une pratique sérieuse, c'est... Voilà, comme je dis, pour tous les amoureux de l'art, c'est quelque chose qui met du temps à intégrer. Et pour transmettre, encore une fois, comme je dis, transmettre des chorégraphies, c'est facile, entre guillemets. Quelqu'un qui a fait même 2 semaines de danse peut créer une chorégraphie. Créer une chorégraphie, c'est donné presque à tout le monde, en fait. Tout le monde peut danser, tu vois, tout le monde peut... Après, j'ai pas dit quelle est la qualité de la chorégraphie, ça, on s'en fiche. Mais en soi, si c'est juste pour apprendre des chorégraphies, encore une fois... ça peut être ok, tu vois, ça peut être un truc qui peut marcher, et puis les gens peuvent avoir envie juste d'apprendre des chorés pour s'amuser, et ça c'est ok. Mais en vrai, quand on transmet en tant que prof, c'est bien au-delà de la chorégraphie. C'est comme tu disais, toute une technique, tout un échauffement, toute une façon d'aborder le cours, une façon d'appréhender son corps, voilà, ça va plus loin qu'une simple chorégraphie, comme je le dis aussi à chaque fois.
Et donc, il faut être prêt à ça. Et encore une fois, il faut bien démarrer. Je dis, je jette pas la pierre à... Voilà, moi, j'ai commencé très tôt, sans forcément grande expérience de danseur, mais avec quand même une formation. J'hésite pas, je me suis toujours formée des week-ends par-ci, par-là. J'ai pas fait une école à proprement dite de formation, un conservatoire et tout ça. Mais j'ai suivi des stages partout dans le monde. Dès que je pouvais, voilà, les classiques, Los Angeles, New York, dès que j'avais des chorégraphes qui m'inspiraient, j'allais vraiment training avec eux parce que j'avais envie de danser comme eux et d'avoir leur expérience et tout ce qu'ils pouvaient m'apporter. En fait, j'essayais d'apprendre. Voilà, apprendre. Comme je dis, c'est apprendre. Et comme je dis, il y a souvent une différence aussi pour les danseurs pros ou semi-pros qui viennent dans les cours et qui, parfois, je vois, qui sont encore élèves et qui, après 2-3 intensives, donnent des cours officiellement à tout le monde. Quand on va prendre un cours, il y a apprendre, d'accord ? C'est-à-dire apprendre les techniques et l'expérience de chacun pour se l'approprier et faire évoluer sa propre pratique. Et il y a prendre. Et quand on vient prendre, donc plus loin, prendre, c'est qu'on vient parfois copier et prendre des choses qui ne nous appartiennent pas et les copier dans nos propres cours parce que forcément c'est plus facile et en apparence, mais là pour le coup c'est un peu plus dérangeant parce que il n'y a pas eu ce travail d'appropriation de la technique à son propre corps pour trouver soi-même son propre style. Et ça, c'est le travail de toute une vie. Franchement, je peux même pas dire à l'heure actuelle j'ai trouvé mon style, puisque mon style évolue à chaque fois. J'ai une identité, évidemment, à force, mais le style évolue à chaque... c'est le changement. La vie, c'est le changement. En vrai, je sais pas quel sera mon style dans 1 an ou 2, quelles sont mes inspirations. Mes inspirations, mais... Donc, c'est quelque chose, c'est une quête de tous les jours. C'est pour ça que rien n'est figé. Mais par rapport à l'enseignement, c'est important de se poser les bonnes questions. Pourquoi on veut enseigner ? Est-ce que... parce qu'après, il y a aussi... moi, j'avais des fois des fausses modesties aussi, de se dire je suis jamais prête à enseigner. Voilà, quand on est trop perfectionniste ou trop... On n'est jamais bien. C'est pour ça que c'est bien d'avoir aussi la validation, entre guillemets, des personnes expérimentées. C'est ce qui s'est passé pour moi et c'est vrai que c'est quelque chose, même si la validation doit toujours être intérieure avant tout, faut soi-même être capable de se dire là je pense que je peux apporter quelque chose, quand bien même on peut tous apporter quelque chose à quelqu'un, mais en tout cas se poser les vraies questions de pourquoi on enseigne, est-ce que je suis légitime par rapport à mon expérience, par rapport à ma formation, est-ce que je me suis suffisamment formée avant de démarrer, même si ta formation elle est toute ta vie. En vrai, c'est jamais fini. Mais est-ce que j'ai assez pratiqué de mon côté ? Donc pour ça, c'est aller prendre les cours de tous ceux qui sont déjà installés et de voir est-ce que dans les cours, j'arrive à suivre déjà ? Parce que c'est aussi un bon indicateur, quand bien même le style de chacun est différent. Il y a quand même une base, c'est-à-dire il y a des danseurs, quand on peut à peu près suivre dans tous les cours de la discipline, quels que soient les styles, c'est quand même un bon indicateur pour montrer qu'on peut enseigner. Et comme je dis, il y a la danse aussi. C'est-à-dire que les heels, c'est une technique. Il y a aussi cette génération-là qui est du coup très forte en technique parce qu'ils se forment énormément en technique. Donc ça, c'est super. Mais il y a le côté danse aussi, le danseur. Donc, comme je disais, les inspirations, street jazz, jazz funk, hip-hop, afro, même il y a tout, il y a tous les styles maintenant contemporains. Mais est-ce que dans ce style-là, de base, sans les talons, qu'est-ce que je donne sans les talons aussi ? Donc voilà, c'est tout un ensemble, toute une réflexion à avoir. Une introspection personnelle. Une introspection, un chemin personnel. Et puis commencer, pourquoi pas, au début avec ses amis. Enfin, moi, je sais qu'à Paris, je faisais des petits trainings avec mes amis. J'étais pas payée. Je payais ma salle où on s'arrangeait pour que la salle soit... Voilà, mais pour voir... ou avec des gens qui vont être francs avec toi. N'hésite pas à prendre des gens. Peut-être, allez, je vous donne un cours, dites-moi ce que vous en pensez de l'échauffement, sincèrement. Pas des gens qui sont là forcément pour te saucer, vas-y et tout. Mais des gens qui ont une certaine expérience, qui peuvent te donner leur avis. Ça peut t'aider à toi, après, à faire tes choix et à commencer, évoluer, et voilà. Donc, c'est pareil pour les tarifs, c'est pareil. Il faut aussi commencer tranquillement et après... petit à petit, les choses... c'est vrai que maintenant, les gens veulent plus trop prendre leur temps et veulent tout de suite faire des grandes choses, faire des grandes salles, des grands trucs. Donc oui, c'est cool, mais il faut commencer par parfois des petites choses pour petit à petit enrichir son enseignement et voir qu'est-ce qu'on apporte aux gens. Parce que c'est finalement ça, qu'est-ce qu'on va leur apporter ? C'est ça, pourquoi j'enseigne ?
Moi, dans mes cours, je vois que j'enseigne bien au-delà de la danse à chaque fois et sans même le vouloir. Et c'est tout un voilà, tout un chemin pour dans la vie des gens. Voilà, on a un impact énorme. Il faut se rendre compte de l'impact qu'on peut avoir sur les autres. Surtout nous en tant qu'artistes. Voilà, on a un impact qu'on ne soupçonne pas et c'est important du coup de transmettre des choses assez comment dire factuelles. Mais bénéfiques pour les gens, des choses qui vont les aider, pas des choses qui vont les enfermer ou qui vont les blesser notamment. C'est important de c'est pour ça que dans la pédagogie, la pédagogie, c'est important d'avoir aussi un bon rapport à soi pour avoir un bon rapport avec les autres. Et je reviens aussi sur ce truc où quand on se lance, c'est aussi jauger avec ce syndrome de l'imposteur. C'est pas trop justement se minimiser et en même temps pas trop avoir trop confiance. Et comme tu dis, c'est prendre des retours juste de ses pairs et d'avoir des critiques constructives. Essayer d'être juste en fait, même si c'est pas évident d'être juste, mais c'est vrai que pour mon cas, j'ai fait des études de sport en STAPS, j'ai un master, j'avais éducation et motricité, donc niveau pédagogie, corps, j'avais beaucoup déjà de... Tout ça, ça fait partie de ma vie en fait, étant sportive. J'ai fait beaucoup de natation aussi à bon niveau, avant la danse, donc le sport en fait fait partie, ça a toujours fait partie de ma vie entre guillemets. Donc la connaissance du corps et tout ça, c'est quelque chose avec laquelle je suis familière. Voilà, donc c'est important d'avoir ce rapport-là. De toute façon, je pense que c'est essentiel de se poser toutes ces questions avant d'enseigner, avant de transmettre, pour vraiment avoir quelque chose à transmettre. Donc, clairement. Et tout à l'heure, tu parlais aussi d'aller prendre des cours de danse à droite à gauche, de s'inspirer de professeurs ou d'autres choses d'ailleurs qui peuvent inspirer, comme chacun ses inspirations. Mais je pense aussi que c'est savoir se documenter et regarder aussi des documentaires, ouvrir des bouquins d'anatomie, même si on n'a pas l'UV d'anat, mais juste de savoir à quoi correspond, quel muscle correspond à quel mouvement, comment se fait le mouvement, et savoir aussi quelles sont les bonnes positions pour éviter les blessures qu'on peut voir parfois chez les danseurs amateurs qui n'ont pas conscience de leur corps, jusque dans leur positionnement pour éviter de se blesser. C'est clair, franchement... Tout à fait. On parle d'inspiration, justement. Je fais un petit point, là-dessus. Qu'est-ce qui t'inspire, toi, dans la création de tes chorégraphies ? Tout à l'heure, tu disais que la musique t'influençait aussi. Comment ces deux choses-là... Alors, je ne peux pas créer sans la musique, de toute façon. Après, je peux créer des exercices que j'appelle des exercices chorégraphiques, où là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, simple. Ça peut s'adapter sur toutes les musiques. Quand j'ai envie de travailler quelque chose en particulier, mais sinon la création en elle-même, oui, ça vient de la musique. Alors je suis très inspirée par la mer avant tout, par l'eau, par tout ce qui est par la nature entre guillemets. C'est vraiment des choses qui m'inspirent parce que tout a l'air facile et fluide, et c'est cette fluidité moi que je recherche dans la danse. Ce côté, comme je dis, effortless en anglais, mais vraiment ce côté naturel qui peut ressortir quand bien même c'est pas forcément naturel à la base, toutes ces postures, toutes ces gestuelles, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de recherche. Mais vraiment ma plus grande inspiration c'est clairement l'eau, parce que je trouve que il n'y a pas plus fluide comme matière et plus à la fois puissante et à la fois douce et à la fois calme, et c'est toutes ces énergies en fait que comme je dis, c'est dans une autre vie, j'aurais aimé être sirène, je pense. Moi, je pense que tu es sirène. C'est une vraie... Mais en plus, c'est une vraie carrière. Il y a des vraies sirènes qui font leur métier avec ça. Et j'avoue que c'est quelque chose qui me tente. Pourquoi pas, en parallèle, de commencer une autre... Ayant fait de la natation et tout ça, l'apnée, le fait de nager avec une queue de sirène aussi, c'est un truc sympa. Mais en tout cas, oui, l'eau, c'est vraiment ce qui me... Les éléments, en fait, de la nature sont vraiment les plus belles inspirations. Les chats, comme je dis tout le temps. C'est vraiment le chat, la délicatesse du chat, la subtilité. Le chat est toujours stylé. Enfin, à part, évidemment, il y a des vidéos qui circulent, des chats un peu plus... Mais le chat est toujours délicat, stylé, très élégant. J'adore l'élégance, quand bien même. Tout ça, ce sont des mots qui sont subjectifs. Tous les adjectifs, en fait, ont des représentations différentes suivant les personnes. Mais voilà, c'est vraiment ça, mes inspirations. Et puis tous les danseurs que je peux voir... qui sont magnifiques quand ils dansent, qui sont incarnés et qui sont beaux. J'aime beaucoup la beauté, l'esthétisme, mais la beauté c'est pareil, c'est pas forcément un physique, un critère, c'est la beauté en général. J'adore la beauté dans un peu tout, c'est quelque chose qui me fascine. Voilà, donc
c'est vraiment ce qui dégage et de ce qui est beau. Et comme je dis, l'art, c'est vraiment ce qui sort, du cœur, on va dire, des gens. Et quand bien même on a traversé des périodes difficiles dans sa vie, souvent la danse, c'est un moment pour comment on peut dire ça, un exutoire. Un exutoire, exactement. Mais on doit faire ressortir, pour moi en tout cas, l'art, c'est faire ressortir la beauté de ce qu'on a retenu de cette expérience. Ouais. C'est vrai que l'art très dark et tout ça, moi, c'est pas du tout ce que j'aime voir. Ça me fait pas du bien. Pour moi, c'est personnel encore une fois. Bien sûr. L'art, c'est quelque chose qui doit faire du bien aux gens, qui doit leur montrer leur créer des leur émotions, lumière, leur montrer voilà, comment ils sont beaux à l'intérieur. Je reste persuadée que tous les êtres humains sont beaux à l'intérieur, même si certains, c'est très caché de par leur comportement, mais au fond, il y a toujours ça pour moi. Et voilà, c'est un peu ça qui m'inspire au quotidien. Et les musiques, oui, c'est vrai que les musiques m'inspirent énormément et j'ai du mal, j'avoue, en ce moment à être inspirée par les musiques. C'est une période de ma vie où j'aime bien le silence. Voilà, après, je suis honnête avec ce que je vis actuellement, mais c'est compliqué pour moi maintenant de trouver des musiques qui m'inspirent. Et, mais voilà, j'écoute quand même beaucoup mais ça reste le point de départ évidemment d'une chorégraphie. Ouais. Franchement, c'est hyper important. Voilà. Et tout à l'heure, on parlait de justement que l'artiste raconte des histoires à un propos, ce dont on parlait aussi avec une autre Julie dans un autre épisode. Et comment la danse Heels peut-elle raconter une histoire ? Comme les autres danses, j'ai envie de dire, c'est juste avec un outil particulier au pied. Mais après, c'est vrai quand la danse Heels, c'est ce que je remarque depuis toutes ces années d'enseignement notamment et de chorégraphie aussi, ça transforme les gens. Ça touche quelque chose, en tout cas chez les femmes ou chez les hommes, chez le côté féminin, en tout cas des personnes. Ça touche quelque chose que les autres danses ne touchent pas. Ça, je sais pas l'expliquer, mais ça met une certaine assurance. Ça nous met un peu face à nous-mêmes, à nos complexes, à nos comment dire, à ce qu'il y a au fond de nous aussi, à notre personnalité aussi, à nous-mêmes. Ça nous met vraiment face à nous-mêmes, je trouve, par rapport à peut-être à d'autres danses, par rapport à cette féminité. Voilà, c'est peut-être la chose qui change, quand bien même la féminité se travaille à plat, pieds nus, et c'est pas du tout une question de talons. Attention, je préfère préciser, c'est pas parce qu'on porte des talons qu'on va être plus féminine ou plus masculine ou plus sensuelle ou plus sexy, pas du tout. C'est pas du tout une question, encore une fois, de ce qu'on peut voir physiquement, c'est toujours une question de ce qu'on dégage. C'est toujours pareil, ça vient toujours la façon dont on fait les choses. C'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est toujours la façon dont on le fait pour moi. Et c'est vrai que le heel, ça, des retours que j'ai en tout cas, ça joue beaucoup sur la confiance en elle des femmes, notamment l'assurance, l'acceptation de son corps, l'acceptation des formes, oser s'exprimer aussi, oser se trouver jolie, oser se trouver belle, se trouver jolie, se trouver... Voilà, c'est des choses qui sont importantes, je pense, dans la vie d'une femme et de tout être humain. En tout cas, et ce côté féminin, la douceur aussi qu'on peut avoir, la puissance aussi. En fait, c'est toutes ces choses. C'est très, je fais toujours des parallèles avec la vie, de toute façon, dans mes cours. C'est jamais que de la danse. De toute façon, tout est lié dans la vie. Pour moi, on peut pas dissocier. Désolée, j'ai envie de bailler depuis tout à l'heure, je me retiens. Mais ça va. On peut pas dissocier la danse de la vie, de rien. Tout se rejoint, en fait. Tout se rejoint. Quand bien même on peut jouer des personnages dans la danse, le but du jeu à travers ça, c'est d'être nous-mêmes. C'est ça le but, parce que jouer des personnages, ça va 2 minutes, mais à un moment, il faut s'exprimer soi-même, je pense, à travers un style, à travers quelque chose. Si on a besoin de passer par des personnages pour ça, c'est super, et c'est des très bons exercices. Et encore une fois, voilà, même en chorégraphie, dans les jobs, on fait ce qu'on nous dit de faire en tant que danseur, donc parfois, on n'incarne pas forcément... l'idée qu'on veut faire et par contre c'est à nous de mettre de nous-mêmes pour que ça réponde aux propos et à l'histoire voulue par le chorégraphe, le directeur artistique et tout ça. Clairement. Donc c'est pour ça que se trouver soi-même, c'est vraiment être soi-même en fait, tout simplement. C'est déjà une très bonne base de travail. Voilà. Et parfois pour pouvoir, se comprendre et se connaître un peu plus, il faut passer par ce côté un peu personnage pour se surpasser. Ouais. Et quel serait le rôle, justement, de la tenue
en cours de danse. Oui, c'est vrai. Voilà. La tenue. Ouais, c'est vrai, la tenue, c'est hyper important. On sait tous qu'on a tous passé beaucoup de temps à se préparer avant les cours de danse. Moi-même, actuellement, quand je connais les chorégraphes, je me permets de demander le mood de la chorégraphie pour savoir comment je vais m'habiller, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, c'est réel, ça aide en tout cas à apprendre un style, quand bien même on peut danser en maillot de bain ou en jogging de la même chorégraphie. Mais alors pour les talons, pour travailler la technique, je recommande quand même d'être habillée en serré. Soit leggings, soit short, pour pouvoir vraiment travailler sur ces lignes, ces jambes. Quand bien même je suis souvent en jogging, pour ceux qui me connaissent. Mais c'est ce que je recommande. J'ai passé beaucoup de temps en short et en legging à travailler ma technique. Et après, pour les styles, c'est vrai que si c'est plus lean, si c'est plus orienté street jazz et jazz, être en serré, ça va être plus agréable. Et si c'est plus street ou fluide ou inspiré, d'autres sonorités un peu plus dansantes, on va dire, j'aime bien être en jogging et tout ça. C'est vrai que la tenue peut aider en tout cas à appréhender un cours. C'est pour ça que je recommande d'avoir dans son sac un jogging, un legging selon un short, d'être hyper... parce que c'est vrai que je me permets pas de demander à tous les chorégraphes... comment je dois m'habiller, mais c'est pour ça que dans le sac, il faut toujours avoir son genouillère, son short, son jogging et pouvoir se changer, même un haut différent. Des fois, on est bien en triangle, en maillot de bain pour travailler ses lignes. Parfois, on a envie d'avoir les bras couverts. Parfois, on a envie... Et ça, c'est personnel. Ouais, c'est selon chacun. Du moment que ça peut aider, en fait, à se sentir bien. Moi, j'ai des élèves qui aiment bien se maquiller, qui aiment bien s'apprêter pour venir. Donc, c'est cool, c'est aussi un truc. Et puis, il y en a qui aiment bien nature, peinture, et c'est très, très bien aussi. En fait, il n'y a pas de règle, j'ai envie de dire... Faut juste trouver ce qui nous fait du bien, nous fait plaisir et pas être gêné de quoi que ce soit. Moi, il y a des fois où j'ai envie d'être apprêtée et il y a des fois où je viens en pyjama. Complètement, ça dépend de ce que j'ai envie. Si j'ai envie d'un travail plus intérieur, je vais justement faire en sorte de ne pas être trop apprêtée pour être plus dans le ressenti et moins dans à quoi je ressemble esthétiquement. Parce que comme je le dis souvent, c'est vrai que la danse, c'est esthétique, c'est le corps, donc c'est quand même ce qu'on voit. Mais tout ce qui se passe, le plus important de ce qui se passe dans la danse, c'est à l'intérieur. Finalement, c'est quelles sensations ça nous procure, comment je découvre mon corps, quel chemin j'utilise à l'intérieur, comment je me sens quand je danse, comment je me sens dans ce mouvement, qu'est-ce que je ressens quand je fais ça. Qu'est-ce que ça me fait? Et voilà, c'est plus finalement la partie, de toute façon la plus importante partie, elle est à l'intérieur de tout. Oui. Et c'est la contradiction un petit peu de la danse, c'est un peu tout, on est fait de contradictions un petit peu, parfois. Mais voilà, c'est un peu la quête intérieure, pour que ça se voit à l'extérieur de toute façon. Quand vous êtes... quand quelqu'un, on voit tout de suite la différence entre un danseur qui est habité, entre guillemets, par ce qu'il fait, qui incarne complètement les steps, la chorégraphie, et un danseur qui va juste faire les steps sans, machinalement. On voit la différence, on n'est pas touché pareil. De toute façon, on le voit dans les cours, quand il y a des A, des O, quand les gens réagissent, c'est qu'il se passe quelque chose, en fait. C'est ça. Et je rappellerai aussi que prendre un cours, c'est avant tout pour soi. Exactement. On vient pas prendre un cours pour plaire aux autres, c'est vraiment pour soi. C'est vrai, c'est complètement ça, ouais. Et ça, c'est vrai qu'il faut le répéter aussi, notamment dans les studios où les gens... Il y a toujours ces histoires, surtout pour les danseurs pros, d'être toujours un peu en casting ou en audition. Mais c'est vrai qu'il faut sortir un peu de ça. C'est un travail, encore une fois, c'est des choses qui se travaillent au quotidien. Et venir pour soi, pour vraiment se perfectionner et s'inspirer des autres. Comme je dis, la comparaison n'est utile que dans l'inspiration. Si on se compare, c'est vraiment une perte de temps. Et souvent, ça amène à une déprime, parce que se comparer... à d'autres danseurs ou à d'autres personnes qui n'ont pas le même vécu que nous, c'est forcément inutile. C'est comme si tu comparais, c'est quoi, c'est mieux une plante ou un chat? En fait, franchement, c'est perdre du temps. C'est comme si le débat était autour de ça. Enfin, il n'y a aucun intérêt, tu vois. Mais il faut arriver à le comprendre, ça prend du temps. Je ne dis pas que c'est facile et qu'on ne passe pas par des phases où on se compare naturellement. Et instinctivement, c'est aussi les auditions et la danse, c'est difficile par rapport à ça. Il faut vraiment prendre du recul. Mais ouais, il faut vraiment y aller pour soi, tu as tout à fait raison, c'est complètement un travail personnel et un dépassement de soi, complètement, c'est ça. Bon, je vais devoir faire une petite pause dans l'épisode pour vous prévenir que pendant les 10 prochaines minutes, j'ai eu un souci de micro.
Sachez que si c'est trop inaudible et insupportable pour vous, voilà, n'hésitez pas à passer ces 10 prochaines minutes. En tout cas, j'ai pris le parti de mon côté de laisser cette partie de l'épisode parce que je trouvais que ce que Julie disait était très pertinent. Voilà, donc je vous souhaite une belle écoute et une belle fin d'épisode et j'espère que l'épisode en entier vous aura plu. On parle beaucoup de chorégraphie, mais comment aussi improviser en heels ? Alors, bonne question. Comment improviser en heels comme en danse en fait. C'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais beaucoup travailler dans mes cours. À part en fin de chorégraphie, souvent je laisse tourner la musique pour que les gens puissent s'exprimer. Et c'est souvent un moment délicat parce qu'on a du mal à lâcher. Faut vraiment penser à comme si on était tout seul en fait. Je conseille d'ailleurs de faire ça chez soi pour commencer, de vraiment travailler toute seule en mettant la musique et en voyant ce qui sort. Voilà, avec ce qu'on a appris, des techniques. Et puis, ce qu'on a appris quand j'ai pris des cours de freestyle, back in the days, on va dire. Voilà, on nous faisait improviser avec, là, j'utilise que mon bras droit. Là, avec une partie du corps, ça va être, là, je fais que ma tête. Là, j'utilise ma main gauche. Là, je fais un passage au sol. Voilà, en se faisant des petits... là, j'utilise des adjectifs, genre là, je suis fluide. Là, je suis saccadée. Là, j'isole, j'utilise mes épaules. Là, j'utilise mon buste. En fait, en faisant des petits exercices comme ça peut aider aussi à connaître son corps. Mais c'est un exercice qui est difficile et qui demande beaucoup de travail. C'est vrai que je ne l'enseigne pas. Je pense qu'il y a des gens bien mieux qualifiés que moi pour enseigner le freestyle. Mais c'est quelque chose que je pourrais être amenée à faire, évidemment, par la suite. Ça peut être intéressant. Mais ça demande... voilà, pour moi aussi, c'est après un certain travail technique. Ça peut être intéressant d'utiliser cette méthode, mais après pour tout le monde je pense que c'est bien, ça peut être la danse c'est une thérapie de toute façon. Clairement. Pour tout le monde ça peut être bien de mettre de la musique, tout le monde de toute façon chaque être humain en général bouge avec la musique, donc c'est quelque chose, un exercice que tout le monde peut faire quand bien même on n'a pas de technique particulière dans le corps, voilà. Et comment toi les heels ont-ils influencé ta vie et qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien ? Alors les heels, ils font partie de ma vie quand même professionnelle, c'est clair, mais c'est vrai que ça a apporté pour moi, ça m'a apporté en tout cas une acceptation de ma féminité, des côtés de moi plus sensuels, plus qui sont un peu plus tabous on va dire dans la société, plus tabous à affirmer aussi, une certaine assurance. Franchement, ouais, c'est un tout vraiment. Tout ce dont on parlait un peu aussi exactement. Au début, ouais. Et aussi, me pousser à une introspection finalement. Donc c'est comme on dit, c'est extérieur, mais les avantages qu'on en retire, ils sont bien plus profonds que ça. C'est pas seulement une danse, c'est vraiment ça apporte vraiment un gros plus dans la vie, je pense, d'une femme et de toute personne, hein, même d'un homme qui veut exprimer sa part de féminité. En bien fait, c'est pas réservé à un genre, évidemment. C'est tout le monde. Donc, voilà, pour moi, c'est ça, essentiellement, on va dire. Et est-ce que tu as déjà rencontré des difficultés ou des préjugés en pratiquant la danse heels ou de manière globale dans ta carrière ? Voilà, comment tu as pu surmonter tout ça ? Alors, pas vraiment de mon côté. C'est vrai que j'ai pas vraiment eu je suis plutôt qualifiée à chaque fois qu'on me fait venir, en tout cas dans les stages à l'étranger ou ailleurs. C'est Julie from Paris, classy, élégance, tout ça, c'est les titres qu'on me donne à chaque fois. C'est plutôt hyper positif à chaque fois, les choses que j'en ai. C'est vrai, c'est vraiment ce que j'aime, moi. C'est vrai que l'élégance, c'est quelque chose que j'adore. Dans la vie aussi, en général. Hein. La subtilité, tout ça, c'est des choses qui me parlent. Effectivement, le style talon, en ce moment, peut-être en majorité des cas, il est très sexualisé, entre guillemets. Ouais. Mais encore une fois, tout ça, ça reste subjectif parce que... Ces termes de vulgarité et tout ça, ce sont des termes qui sont subjectifs. Mais c'est vrai que moi, je suis pas pour je suis plus pour la subtilité que pour montrer les choses d'une façon que la majorité des gens m'ont qualifié de vulgaire ou quoi que ce soit. Encore une fois, c'est un mot qui veut tout et rien dire, évidemment. On peut être vulgaire en jogging et en basket. Il n'y a pas besoin de porter des talons et de danser en talons pour ça. C'est, voilà, quand bien même la vulgarité reste un point de vue. Mais ouais, c'est vrai que... Ouais, la danse, elle n'est pas tout le temps associée à la sexualité. Non, pas forcément, franchement. C'est pas... Après, c'est des représentations. On peut pas, comme dit, on n'est pas responsable de ce que les autres pensent et de ce que les autres... on est responsable de ce qu'on fait, mais alors de comment c'est reçu et de comment les autres perçoivent, ça, on peut pas... on peut pas le gérer. Hein. C'est pour ça que dans la vie, c'est pareil. Hein.
Voilà, c'est reçu comme c'est reçu après. Mais en tout cas, effectivement, il y a forcément un côté... le rapport au corps, c'est la danse en général. Tout ce qui touche au corps, forcément, ça laisse peut-être aller certaines imaginations à des choses. Mais puis les corps en mouvement, les corps de femmes, voilà... forcément, quand on prend un cours de danse, on n'y va pas en doudoune. Et, voilà, donc ça amène peut-être à des sexualisations mais qui n'ont pas forcément lieu d'être pour moi. Parce que l'intention n'est pas là. Encore une fois, c'est l'intention qui compte et n'est pas toujours là. Après, ça peut l'être aussi. Ça peut être... Il y a aussi des styles où les femmes ont besoin d'apporter vraiment... moi, je sais que ça... Voilà, j'ai des expériences aussi où ça a apporté dans leur vie personnelle, leur vie sexuelle, leur vie de femme. Et là, c'est hyper cool, en fait. J'ai vraiment beaucoup de retours sur ça. Et tant mieux. C'est finalement, ça revient à l'acceptation du corps et à ce qu'on s'autorise à faire, à explorer dans son corps aussi. Et c'est cool. Mais encore une fois, c'est jamais le but. C'est des choses qui sont induites pour moi à la discipline. Et c'est pas forcément le but... voilà, d'être sexuel ou quoi que ce soit, jamais. Enfin, vraiment, c'est pas le but. En tout cas, dans mes cours, non. Mais ça agit. On peut pas... ça agit forcément, d'après les retours, sur les vies de certaines femmes. Voilà. C'est que pour du positif, c'est le principal. Exactement. Et justement, toi, quel est le message principal que tu souhaites transmettre à travers le Heels à tes élèves et qu'est-ce qui te motive à enseigner ? Et de voir justement les transformations, les changements de posture. Depuis des années, j'en ai qui étaient par exemple complètement bossus, vraiment. Donc ça, c'est la posture, comme on dit, le mal du siècle. La posture, les épaules en avant, due à plein de choses, smartphone et tout ça, au métier. Mais de voir la posture changer, de voir leur visage changer, leur physique, de voir leur confiance en elles, de les voir bien en fait, de voir des gens bien dans leur basket. Et c'est vrai que d'apporter ce bien-être et aussi une découverte parce que comme j'enseigne vraiment beaucoup de choses, donc je parle aussi de nourriture, je parle aussi, c'est vrai qu'on est ce qu'on mange pour moi aussi, donc c'est un chemin que j'ai aussi fait dans ma vie. Je suis passée par beaucoup d'étapes avec la nourriture par exemple, mais c'est hyper important. Et encore une fois, la danse m'a poussée à me poser des questions par exemple sur ce que je mangeais. Quand j'avais un rythme vraiment intense, c'était soit j'avais de l'énergie, soit j'en avais pas, et j'avais pas le droit de pas en avoir. Donc comment je peux faire pour aider mon corps à suivre le rythme, le sommeil, sur le temps qu'on peut s'accorder aussi. Je préconise toujours de s'accorder entre 5 et 15 minutes par jour, tout le monde peut le faire, pour prendre soin de son corps, prendre soin de soi, mieux se connaître. Et mieux se connaître finalement, c'est faire des choix plus éclairés dans la vie et savoir ce qu'on veut aussi, ne pas forcément répondre à des attentes, mais faire ce qu'on veut et ressentir les choses. Comme je dis souvent, quand on sent pas les choses, ça suffit, il n'y a pas besoin de preuves en fait. C'est juste je le sens pas, j'ai pas envie, et ça suffit pour ne pas faire les choses. Ou pour les faire. Donc plus s'écouter, que les gens arrivent à plus faire ce qu'ils ont envie en fait, être plus heureux, et voilà. Donc du coup c'est évidemment le goal, il est loin de la danse, mais en vrai ça revient à ça quoi. Et c'est vrai, voilà, je vois des gens qui ont toujours le sourire, qui viennent dans mes cours, ils sont toujours et je vois l'évolution sur beaucoup et même dans les danseurs pros, parce que le danseur pro, on n'en a pas trop parlé, mais c'est encore un autre, c'est vraiment très dur psychologiquement, il faut être prêt. Donc c'est vrai que j'apprends beaucoup à se détacher, pas prendre personnellement les choses, ça c'est très important, parce que sinon c'est vraiment ça peut être la descente aux enfers pour beaucoup. C'est vraiment dur en fait, psychologiquement. Il faut être prêt, il faut prendre vraiment soin de soi, de sa santé mentale entre guillemets, et pas prendre les choses personnellement. Quand on vous dit une réflexion, on vous parle à vous en tant que danseur, mais c'est pas à vous en tant que personne forcément. Et si ça aide à évoluer en tant que personne, tant mieux. Mais si il faut pas non plus, faut vraiment travailler là-dessus. C'est pour ça que la danse, c'est hyper un énorme apprentissage de la vie en fait, en accéléré vraiment. Donc voilà. Apprendre à se connaître. Ouais, c'est ça. Ouais, vraiment. Et de s'écouter encore plus, d'écouter c'est ses ça. intuitions, d'apprendre complètement. à se surpasser et en même temps pas à se surmener. Oui, c'est ça. C'est trouver un bon équilibre en fait qui sera peut-être bon pour une personne, mais qui sera peut-être pas bon. Exactement, chacun est différent. Ça, c'est vraiment la chose qu'il faut retenir. Chacun est différent, on n'a pas tous les mêmes objectifs. Les objectifs dans la vie peuvent changer aussi. Moi, j'ai accompli des rêves qui maintenant me font plus rien parce que certainement peut-être que je les ai accomplis, mais c'est surtout que c'est plus du tout ce vers quoi j'aspire, par exemple. Et des rêves que je n'ai pas accomplis aussi et que je les ai plus. Donc en fait, c'est aussi se dire que tout change dans la vie.
Et ça, c'est bien. Donc, c'est dans le positif aussi. Donc, faut pas trop rester sur ses acquis ou trop se dire, voilà. Mais comme tout change, quand on a un coup de moins ou une période un peu dure, tout change. Donc, et puis, je disais, on évolue à chaque fois. Moi, je trouve que plus je prends de l'âge, plus je prends des années, et mieux je suis, mieux je suis en accord. Et en fait, et du coup, ça ne s'arrête jamais. C'est vrai qu'on a aussi cette représentation, beaucoup de représentations liées à la société, aux cultures, à l'histoire, qui sont pas forcément encourageantes, on va dire. Et moi je suis inspirée par des gens qui vieillissent bien, qui vieillissent dans l'âge, mais qui rajeunissent dans tout le reste au final. C'est ça qui est inspirant. Et le corps humain est une machine magnifique, comme je dis, on se régénère, on peut se régénérer vraiment. Et voilà, donc c'est ça que je veux transmettre aussi, c'est que si on prend soin de son corps, qu'on lui donne ce qu'il faut, le carburant qu'il lui faut, qu'on s'écoute et qu'on fait ce qui nous fait du bien, ça peut que être mieux en fait. Je suis complètement d'accord. Donc voilà, c'est hyper positif aussi, il n'y a pas d'âge pour commencer la danse, il n'y a pas d'âge pour être professionnel, quand bien même tout dépend ce qu'on veut faire, mais en tout cas tout est possible, il faut juste s'en donner les moyens quand on veut quelque chose, mais le corps est magnifique, franchement on est divin, faut se le dire. Clairement. On est divin, on connaît pas du tout toutes les possibilités qu'on a, et c'est incroyable. Voilà, donc c'est ce que j'aime transmettre. Eh ben, écoute, merci beaucoup Julie. L'épisode touche bientôt à sa fin. J'ai encore 2 petites questions. Quels seraient toi tes projets futurs ? Est-ce que tu as de nouveaux défis, de nouvelles choses que tu souhaiterais relever ? Alors, ton EP. Mon EP, c'est le côté micro. Pourquoi pas un jour ? C'était les private jokes qu'on se faisait en off. Exactement, j'ai l'impression d'être chanteuse. En ce moment, je chorégraphie avec Layo, qui est un super danseur également, et chorégraphe avec de l'expérience. Donc je vous invite aussi à aller à ses cours. Oui. Pour le côté commercial et tout ça, on co-chorégraphie un cabaret ensemble à Zurich. Donc une expérience aussi, là c'est le moment actuel. Et pour les projets futurs, alors moi je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup me projeter. Donc je fais vraiment au feeling. C'est vraiment des choses que j'applique dans mon quotidien. Des workshops, peut-être des nouveaux formats de workshops aussi. Plus de voyages, clairement c'est quelque chose que depuis 2 ans je mets beaucoup plus dans ma vie. Voilà, la danse c'est une chose, mais j'aime aussi énormément voyager. Toujours me perfectionner, apporter d'autres choses, peut-être vraiment encore plus, même si j'ai fait déjà du yoga, du pilates et tout ça, de faire un peu peut-être plus sérieusement pour encore plus apporter de choses aux gens, ou plus je me forme dans différentes choses. J'aime aussi beaucoup me former dans la connaissance du corps, donc voilà, tout ce qui est plantes, tout ça, toutes ces choses-là, un peu de la naturopathie et tout ça, c'est des choses qui me passionnent. J'ai beaucoup de choses qui me passionnent. C'est un peu le truc de ma vie, mais j'avoue que je m'intéresse à différentes choses et ça permet toujours de nourrir la danse. Au final, tout est lié. Clairement. Voilà. Et bien écoute, pour terminer, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se lancer en tant qu'enseignant ou en tant que danseur pro ? Merci à toi déjà de m'avoir invitée pour ce podcast. C'était vraiment trop bien. Bravo de lancer ce podcast Dance Lab. Je pense que c'est hyper intéressant d'avoir les témoignages de tout le monde parce que on voit souvent le côté Instagram et tout ça, on voit qu'une petite partie, surtout moi qui suis pas une experte des réseaux. J'ai beaucoup à travailler là-dessus d'ailleurs aussi pour la suite. Mais on voit aussi une autre facette des gens et parfois c'est inspirant et c'est toujours inspirant d'écouter les histoires. Ouais. Voilà, donc déjà ce que je conseillerais c'est d'écouter ton podcast pour les danseurs notamment et d'autres choses aussi, de pas hésiter d'aller questionner les gens qui ont l'expérience pour savoir ce qu'on veut faire, mais aussi s'écouter soi, prendre soin de soi, s'écouter, clarifier un petit peu ses objectifs et parfois, comme dit, pas voir à long terme mais sans y voir non plus trop parce que c'est en expérimentant les choses que on se rend compte si on peut le faire, si on est fait pour ça, si on a envie de faire ça. Souvent il y a un décalage entre ce qu'on croit que c'est et quand on arrive dessus ce que c'est. Je pense que c'est le mot de la fin. Et oui, pour mes parties futures, je relance Just Dance. J'adore ce travail, je préfère le dire, parce que c'est un des jobs en France où on est énormément respecté, énormément... tu connais, tu fais aussi. Et c'est quelque chose qui est rare. Et les conditions de travail, encore une fois, des danseurs, il y aurait aussi tout un épisode à faire là-dessus. Mais maintenant, je ne regarde... pour les nouveaux danseurs, ne pas regarder que le job. C'est important aussi de voir les conditions de travail, surtout du job, l'ambiance. Tout ça sont des choses qui sont vraiment importantes et que c'est un tout aussi.
et d'être respecté, de se sentir respecté, de se respecter soi-même. Ce sont des valeurs qui, ça ne bouge pas. Et voilà, c'est vraiment sur ça qu'il faut travailler, plus les formations, de prendre du plaisir, ne pas oublier pourquoi vous dansez déjà de base. Et voilà, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour de soi-même et beaucoup d'amour pour les autres aussi. Oui. Beaucoup de tolérance, d'inspiration, voilà, j'ai 1000 choses à souhaiter. On va faire des épisodes, des séries entières. Ouais. Mais en tout cas, voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur en tout cas. Et merci Maïwenn. Merci à toi. Merci beaucoup pour ton temps, pour ton partage. Voilà, tous tes précieux conseils. Hein, c'est un peu bateau et c'est tout ce que je dis à tout le monde, mais en même temps, c'est la seule manière que j'ai de remercier les gens. Voilà, je pense et j'en suis certaine que ça aidera autant les pros que les non-pros, que les curieux. Voilà. Ouais, bah écoute, j'espère, franchement, c'est super. Merci à toi, Julie. Merci. Bisous.